Bonjour à tous et bienvenue dans le pitch, la formule revisitée pour cette saison 2, je crois. Ressuscité, j'ai même envie de dire, puisqu'on parle aujourd'hui de Beetlejuice, oui. et surtout du thème de la mort, parce qu'en fait on va pas parler que du film, on va surtout parler de tous les thèmes du film autour du film Beetlejuice. Ça sera l'occasion, ça sera un point de départ, le film sera un point de départ pour parler du sujet plus général de la mort, des démons, de l'au-delà, de la vie après la mort, voilà. Est-ce qu'on est des spécialistes en tant que vivants ? Absolument pas. Alors Damien, et on n'est absolument pas vivant. En plus, on n'est pas en ce moment là. Pas en ce moment. Damien, qu'est-ce que c'est Beetlejuice ? Alors Beetlejuice, c'est quoi ? Donc Beetlejuice qui va sortir au cinéma ou qui est sorti au cinéma, en tout cas qui est sur les écrans là. Et c'est le deuxième film. C'est la suite du premier Beetlejuice, un film qui est réalisé par Tim Burton. Et là, le deuxième est aussi réalisé par Tim Burton. Le premier film, il date de 1988, donc c'était il y a 34 ans, même plus, 36. Oui. 36 ans, et là le deuxième il sort cette année là avec une partie du cast d'origine et c'est vraiment la suite du film. Oui, donc on retrouve Winona Ryder, on retrouve Michael Keaton. L'actrice, j'ai oublié son nom, Delilah, qui joue la mère. Ah oui, je sais plus. Voilà, donc un podcast exhaustif. Et bien sourcé. En tout cas, on retrouve une partie du cast d'origine du film. Le premier Beetlejuice, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une maison. Ils sont très heureux, ils ont une petite vie bien rangée, bien pépère. Un jour, ils ont un accident tragique et ils meurent. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils meurent. Et donc, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte quand même que c'est bizarre. Ce sont des fantômes. Et en fait, ils sont devenus des fantômes. Et donc, du coup, ils ont ce deuil à faire de leur propre mort. Et ça leur fout un peu les boules. Il y a une autre famille qui emménage dans la maison et là, le couple d'origine a envie de rester maître des lieux et donc va décider de hanter la maison pour essayer de forcer le couple qui vient de s'installer à déménager, en leur faisant peur. Mais ça ne fonctionne pas. Mais évidemment, ça ne fonctionne prévu. pas. C'est une comédie, donc c'est assez drôle. Et en fait, on les suit dans leur quête pour essayer de faire fuir les nouveaux occupants de la maison sans succès. Et donc ça, c'est la famille Dietz qui s'installe et que les fantômes essayent de faire fuir. Donc là, on retrouve la famille Dietz plus tard, avec Lydia, qui est la petite fille qui peut voir les fantômes. Et donc il y a toute une histoire, évidemment, avec le retour de Beetlejuice, qui est joué donc par Michael Keaton, qui est l'espèce de grand méchant du premier, mais qu'on peut pas s'empêcher d'aimer. Vous l'avez forcément vu, avec son espèce de tignasse verte. Il a un côté de Joker, un peu de Heath Ledger, Joker, mais bien pourri. avant. Genre, il a vraiment pourri sur les côtés. Oui, moisi littéralement. Complètement. Donc voilà, petit pitch du film. Damien, il est pour qui ce film ? Il est pour qui ? Moi je dirais qu'il est avant tout quand même pour ceux qui ont vu le premier, parce que je sais pas ce que t'en penses Corentin, mais moi j'avais pas vu le premier, donc je l'ai vu la semaine précédente pour essayer de comprendre un peu le truc. Je pense que si j'avais pas vu le premier, il y a pas mal de choses qui me seraient restées un peu mystérieuses et voilà, donc il y a pas mal d'autoréférences. C'est vraiment dans la droite lignée de la fin du premier, donc je pense que c'est bien d'avoir vu le premier avant de voir le second, quand même. Pour moi, c'est un bon divertissement. Effectivement, c'est pas quelque chose qui réinvente la formule. Contrairement au premier film qui était quand même assez novateur, il y avait des parallèles entre le monde des vivants et le monde des morts, des paradoxes même, puisque en fait les vivants étaient plus ridicules que les morts. Tout le concept du premier, c'était venez, rions des vivants ensemble entre morts, parce qu'en fait c'était le point de vue des morts en fait à chaque fois. Donc en fait les vivants étaient étranges et pas les morts. Ouais, c'est ça. Là, on mélange un petit peu tout quand même. C'est plus une aventure comédique. De comédie, mais plus classique en fait, mais réussi en fait. On est sorti en se disant que c'était un bon film, on a pris du plaisir, on s'est marré. Mais moi j'ai trouvé effectivement moins original parce que les personnages sont moins barrés aussi. Dans le premier, les personnages sont tous complètement barrés. Et même les personnages les moins barrés, c'est presque le couple de base qui est mort en fait, les nouveaux fantômes quoi. Alors que là, il y a des personnages qui sont beaucoup plus classiques avec des archétypes. Il y a aussi un truc là dans ce nouveau film. Il y a 3 histoires parallèles en fait. Et c'est ça qui donne quelque chose d'un peu plus dilué par rapport au premier où on a vraiment une histoire centrale autour de laquelle tout tourne. C'est ça. Mais voilà. En tout cas, à conseiller. En tout cas, un vrai bon film en plus avec un casting vraiment, vraiment classe. Il y a aussi Jude Law qui est arrivé pour le deuxième. Il y a Jenna Ortega qui est dans le film. Jude Law qui est arrivé pour le deuxième. Pas Jude Law, n'importe quoi. Non, Justin Theroux. Justin Theroux qui joue le... Je dis Jude Law, d'accord. Non, pas du tout. Je confonds toujours. On n'a pas vu le même film. Mon Dieu. Mais moi j'ai 4 petits fun facts si tu veux sur Beetlejuice. Mais le premier en l'occurrence, déjà le nom du personnage est assez étrange parce que Beetlejuice qui s'écrit donc Beetle comme un scarabée. Scarabée, ouais. Et Juice comme jus. Mais ça s'écrit pas pareil dans le film. Voilà, c'est pas l'orthographe d'origine puisque dans le film c'est écrit Beltégueuse.
Et pourquoi ? Parce que en fait, Betelgeuse, c'est le nom du personnage normalement, qui se prononce en anglais Beetlejuice, qui est un peu difficile à prononcer, donc le studio a décidé de changer l'orthographe en cours de route, et c'est une référence à une étoile. Donc en fait, c'est une étoile, hein, comme notre Soleil, qui se situe, alors attends, je regarde une petite note, à 530 années-lumière, et qui est 700 fois plus grande que notre Soleil, donc c'est quelque chose comme d'assez massif. C'est pas un petit truc. Et c'est une étoile sur laquelle il y a un débat dans la communauté scientifique, puisqu'on pense qu'il y a des variations de luminosité, et on pense que peut-être Betelgeuse va exploser, en tout cas mourir en supernova. Donc une supernova, c'est une explosion gigantesque d'étoiles, dans laquelle se forme... Qui est le destin de toute étoile en fait, non ? Parce que... Pas toute étoile, ça dépend de la taille de l'étoile en fait. D'accord. Et ça étend comme ça disperse dans la galaxie plein de matières, hein, à partir desquelles d'autres étoiles peuvent se former, et d'autres éléments. Okay. Et donc Betelgeuse va peut-être devenir une supernova, et on se demande si elle n'exploserait pas dans peut-être notre vie ou dans les 100 prochaines années. Donc ça peut arriver dans notre génération, quoi, ou la prochaine. C'est le débat de la communauté scientifique. D'accord. Et donc Betelgeuse vient de Betelgeuse. C'est pour ça qu'il est écrit comme ça dans le film, Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Mais les Anglais, enfin en tout cas les Américains, puisque c'est un film américain, n'arrivaient pas à le prononcer. Donc ils ont changé l'orthographe. Donc c'est Beetlejuice. Exactement. Okay, c'est devenu Beetlejuice. Qui devient aussi un jeu de mots. Complètement. Deuxième petit fun fact, il a failli s'appeler autrement en fait le film, puisqu'à la base, donc Tim Burton voulait l'appeler Beetlejuice comme le titre du script, mais encore une fois le studio n'était pas trop d'accord et voulait l'appeler House Ghost, donc fantôme de maison, ce qui fait plus classique, plus penser à Casper le petit c'est ça. Fantôme, oui. Et donc pour se moquer plus littéral quoi, voilà, c'est un film de fantôme, on va l'appeler Fantôme de maison. Ghost quoi, d'accord. Okay. Et pour se moquer d'eux, donc Tim Burton propose Scared Shitless. En fait, c'est écrit shitless comme un drap, shit. D'accord. Et donc c'est une blague, hein, vraiment, il se moque d'eux. Et quand le studio envisage vraiment de l'appeler Scared Shitless, parce qu'il trouve ça vachement bien, Tim Burton se dit que vraiment c'est pas possible. Et donc milite pour garder le titre Beetlejuice, le titre d'origine. Ok. Et alors, Beetlejuice, c'est le nom du personnage principal, en tout cas du grand méchant. Est-ce que tu sais pendant combien de temps il apparaît dans le premier film ? Alors je crois que c'est très peu, parce que justement je l'ai vu et je me suis dit en fait il donne son nom au film mais il est là vraiment pas très longtemps dans le film quoi. Donc ça doit être genre 20 minutes, un truc comme ça. Tu n'es pas loin puisque Beetlejuice apparaît pendant 17 minutes 30 quoi. Ah oui d'accord. 17 minutes et demie et ça a nécessité seulement 2 semaines de tournage pour Michael Keaton. D'accord. Donc en fait c'est un rôle qui lui a collé à la peau pendant plus de 34 ans finalement, avec celui de Batman derrière. Mais finalement il est dans à peine 20 minutes dans le film au total. D'accord. Donc le film porte son nom, c'est un rôle iconique, mais il apparaît que 20 minutes. Et là, heureusement, dans le nouveau film, on en a beaucoup plus. Oui, c'est sûr. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est vraiment lui qui donne tout le sel au film, avec son côté un peu fou, un peu déluré. Il y a un petit côté fan-service, en fait, dans le deuxième, qui n'est pas désagréable, pour le coup. C'est clair. Et finalement, quatrième petit fun fact. Alors, c'est quoi ? Puisqu'on a eu la suite de Beetlejuice, mais qu'il a failli avoir une suite immédiatement, en fait, après le film, 2 ans après, qui s'appelait Beetlejuice va à Hawaï. D'accord, c'est comme Martine à la plage, sauf que là c'est Beetlejuice à Hawaï. D'accord, ok. Et donc Beetlejuice devait revenir aider la famille Dietz à se débarrasser de fantômes, puisqu'il s'installait sur un ancien cimetière sacré. Voilà. Donc il partait à Hawaï, dans un cimetière sacré. Il s'installait sur un cimetière sacré et donc il devait sauver la situation. Sauf que Burton était occupé par la réalisation de Batman Returns. Eh ben oui. Puisque Burton, tu vas peut-être nous en parler d'ailleurs. On va faire un petit focus sur la carrière de Tim Burton et surtout Beetlejuice dans sa carrière, parce que c'est vraiment un film qui a énormément compté pour Tim Burton, qu'il a un peu lancé et qui était un peu le premier film qui plantait les bases de son univers, quoi. Son univers un peu morbide, assez macabre, autour de la mort, mais toujours avec une distance comique et une légèreté. Donc voilà, on est au tout début de la carrière de Tim Burton en 1988, parce qu'il a fait à ce moment-là un seul long métrage. Pee-wee, c'est une comédie, ça s'appelle Pee-wee's Big Adventure. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà, il a une comédie un peu loufoque aussi, un peu décalée, mais plus réaliste, parce qu'on n'est pas dans le même domaine que Beetlejuice. Mais à ce moment-là, on est donc en 86-87. Il est en train de plancher sur un gros film parce qu'il est en contrat avec la Warner et il doit réaliser le prochain Batman. Donc, je suis le Batman. Il est le Batman. Donc voilà. The city needs me. Cette ville a encore besoin de moi.
Mais voilà, donc Tim Burton sait qu'il va devoir réaliser le prochain Batman, donc gros projet. Mais la Warner lui dit, ça serait quand même bien, vu que tu n'as fait qu'un seul long métrage avant, que tu te fasses la main sur un nouveau long métrage, sur un nouveau film de cinéma. Et donc voilà, on attend que tu fasses un nouveau film. Donc il épluche des scénarios, il cherche des choses. Et il y a le scénario de Beetlejuice qui arrive sur son bureau. Donc là, il est séduit immédiatement par l'univers, par le côté un peu macabre autour de la mort, ça lui plaît bien, mais il trouve le film quand même un tout petit peu glauque, un tout petit peu sombre, donc il va... Le scénario d'origine est beaucoup plus... Ouais, il est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus morbide, il n'y a pas cette légèreté, cette comédie. C'est un film d'horreur en fait. Ça flirte avec le film d'horreur, ouais, c'est ça, voilà. Donc il a envie de le rendre un peu plus léger, il va le réécrire, donc il y aura beaucoup de réécriture, jusqu'à arriver à ce scénario un peu plus humoristique, très comique, justement qui joue sur plein de tableaux, parce que c'est un film sur la mort, c'est un film sur un démon, on dirait presque une parodie de film d'horreur finalement. Complètement. Et même dans les effets spéciaux qui sont volontairement assez cheap. Énormément de second degré et tout ça, donc c'est quelque chose qui va instiller dans le scénario, mais à la fin il y a un film comme ça un peu inclassable quoi. Donc un film un peu bizarre, avec un scénario très original. Donc c'est très dur d'attirer des stars pour venir jouer dedans. Parce que voilà, c'est quand même une prise de risque aussi en tant que comédien de venir jouer dans un film comme ça d'un réalisateur quasi inconnu, avec un scénario très ambitieux comme ça et très original. Pas énormément de moyens non plus. Et donc du coup, il commence à approcher des comédiens, et là, il tombe sur Michael Keaton. Alors Michael Keaton, qui va jouer Beetlejuice, ne connaît absolument pas Tim Burton, ils se connaissent pas. Ils vont se rencontrer une fois, et là, coup de foudre absolu, ils tomberaient de dingue l'un de l'autre, artistiquement, et voilà, et donc ils se adorent. Et Michael Keaton qui jouera, si je dis pas de bêtises, Batman dans Batman Returns. Exactement, dans les 2 Batman de Tim Burton d'ailleurs. Tim Burton il en fera 2 et ça sera Michael Keaton qui joue les 2 Batman. Donc du coup vraiment rencontre artistique assez folle, mais ça ne sera pas la seule puisque en fait il va aussi rencontrer Winona Ryder. Qui joue dans Édouard aux mains d'argent. Qui joue dans Édouard aux mains d'argent avec une autre coupe de cheveux. Ouais, complètement. Elle est blonde. Elle est brune dans Beetlejuice, elle est complètement blonde, frisée dans Édouard aux mains d'argent. Et donc ça sera aussi une rencontre artistique qui va le marquer, un espèce de compagnonnage comme ça de cinéma. Et la dernière personne avec qui il va faire toute une carrière après, c'est le compositeur qui s'appelle Danny Elfman et qui va composer toutes les musiques de tous les films de Tim Burton après ça. Oui, il y a une patte en fait dans les films de Tim Burton sur la musique. D'ailleurs, on peut la parodier, elle est beaucoup parodiée maintenant quand on pense à une musique d'Halloween. On a ce truc un petit peu dansant de Tim Burton. Un truc un petit peu aussi de cirque ou presque de fête foraine, mais un peu hanté, toujours twisté, un peu décalé ouais, exactement. Et donc le film marche en fait, il est vraiment fondateur pour Tim Burton parce qu'il rapporte pas mal d'argent, il est salué par la critique et en même temps il est apprécié par le public et surtout il fait office d'une espèce d'ovni quoi. Parce que il est apprécié dès le début. Parce que je sais que les audiences, tu sais, ils font des tests screening, des projections tests. C'est ça, ouais. Est-ce que dès le début, ça... Importance de la musique, on en parlait tout à l'heure de la musique de Danny Elfman. Les premières projections tests du studio, où en fait on fait venir un panel de spectateurs comme ça pour qu'ils donnent leur avis sur une première version du film. Il n'y a pas de musique encore dans le film à ce moment-là. Et ça fonctionne pas. Et là, pas. c'est une catastrophe. Les retours sont hyper mauvais, tout le monde a détesté. Et donc du coup, 2 semaines plus tard ou quelques semaines plus tard, il y a une nouvelle projection qui est faite avec la musique de Danny Elfman. Et là, succès magistral, tout le monde dit que c'est un génie, que le film est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, il me semble que suite à ces projections tests, ils ont rajouté en fait un épilogue après la fin du film avec Beetlejuice, parce que Beetlejuice normalement est le grand vilain, mais les spectateurs l'aimaient peut-être même un peu trop, c'est finalement un anti-héros. Et donc ils ont rajouté, attention spoiler, à la fin du film un petit moment où Beetlejuice apparaît dans la salle d'attente de la mort qu'on voit dans le film, pour dire bon, il n'est pas vraiment disparu. Pour ouvrir la porte à une suite aussi. Potentiellement ouvrir la porte à une suite quoi. Bon, en tout cas c'est un film qui marche bien et d'ailleurs il remporte un Oscar. Je sais pas si tu sais l'Oscar qu'il a remporté. Alors je crois que je l'ai lu, du maquillage. Ouais, c'est ça. C'est l'Oscar du maquillage, HMC donc. Habillage, maquillage. Ouais, c'est ça. Et l'Oscar du meilleur maquillage, on comprend pourquoi quand on voit la tête de Michael Keaton qui est complètement méconnaissable. Et puis tous les figurants bien aussi, sûr. Ils ont des têtes absolument. Et je me rappelle d'ailleurs d'un personnage tout plat là. Qui a une espèce de dossier qui est pendu, qui s'est fait écraser. Ouais. En fait, parce que dans le film, les personnages ont tendance à garder la forme qu'ils ont pris quand ils sont morts. À leur mort, au moment de leur mort. Donc ça donne des choses parfois assez glauques, avec des effets spéciaux finalement assez cheap, en fait, qui font pas réalistes, mais c'était
apparemment volontaire. C'était volontaire, ouais. Puisqu'ils ont qu'un seul million, qu'un seul million. Moi qui ai beaucoup de Un seul million, c'est tout. Oh, mon Dieu. Ils ont qu'un million de budget pour les effets spéciaux et alors je sais pas combien pour le maquillage, mais en tout cas le budget est assez serré. Donc ils décident volontairement de faire quelque chose de plus cartoon en fait. Et en parlant d'effets spéciaux et puis de techniques d'animation, qu'est-ce que c'est la technique d'animation de Beetlejuice? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je peux vous en parler, la technique d'animation de Beetlejuice. Formidable. Ça tombe bien, j'ai écrit des petites choses sur les petites notes. Choses sur les petites notes. La technique d'animation du premier Beetlejuice, c'est le stop motion. Il faut savoir qu'en 88, alors du coup Jurassic Park, pour le replacer, en 93, c'est l'un des films qui utilise vraiment de l'animation virtuelle par ordinateur. L'un des premiers en fait. L'un des premiers à le faire vraiment bien à grande échelle avec c'est vrai qu'aujourd'hui, la technique d'animation la plus répandue, c'est le numérique. C'est le numérique, 100%, mais ça coûte cher déjà, et à l'époque ça coûte encore plus cher et c'est encore plus difficile. Donc Tim Burton décide d'utiliser le stop motion. Et donc le stop motion, c'est une technique d'effets spéciaux, mais aussi qui peut être utilisée pour faire des films en entier, où on prend une image par une image, d'ailleurs on prend des photos, et on bouge notre sujet un tout petit peu entre chaque photo, parce qu'il faut savoir qu'un film, au cinéma, c'est 24 images par seconde, donc pour faire une seconde, on a 24 photos, et donc pour ces 24 photos, on bouge un tout petit peu à chaque fois le bras, par exemple, d'un mannequin, tu vois. Donc il faut être patient, c'est ça que tu veux dire très, pour très faire patient. du stop motion. Je voyais un créateur sur Instagram qui fait du stop motion, qui disait 1 seconde, c'est 1 heure de travail. Et ça, c'est sans compter la construction de toutes les marionnettes, enfin des décors qui sont hyper détaillés. Et donc, dans le stop motion, comme en Beetlejuice, c'est quand même un petit peu une référence à ce niveau-là. Et puis derrière, Tim Burton l'a utilisé sur plein d'autres films. Je crois Les Noces, rappelle-moi le titre. Les Noces funèbres, il me semble, qui est dans les années 2010, qui utilise grandement en fait le stop motion. L'étrange Noël de Monsieur Jack aussi peut-être. Aussi, ouais. En fait, Tim Burton est un peu un fan du stop motion, donc chaque marionnette en fait est construite d'une façon assez spécifique. C'est une espèce d'armature comme ça en métal. Alors, il y a plein de méthodes, hein, je t'en donne une, avec des petites articulations qu'on peut resserrer ou desserrer en fonction de la force qu'on souhaite devoir appliquer pour bouger cette articulation. Donc ça dépend de la préférence de l'animateur. Parce que s'il y a trop de force, on bouge tout d'un coup. Et là, il y a des animateurs souples et puis des animateurs un peu rigides. Un peu rigides, un peu psychorigides. Ils dorment dans des lits très rigides d'ailleurs, très durs. Ils ont des brosses à dents hyper rigides. Voilà. Et ils sont tout le temps les poings serrés comme ça. Donc ça dépend des préférences des animateurs. On peut desserrer aussi en fonction de l'animation qu'on a à faire sur le moment, ou resserrer. Donc on ouvre la marionnette, on resserre ou on desserre, on referme soigneusement la marionnette, on ne touche pas à la caméra, on bouge un tout petit peu et on fait une photo. Donc ça, c'est le principe de base. Après, il y a plusieurs types d'animation et surtout de remplacement en fait. Parce que pour faire un sourire... Oui, parce que par exemple, un sourire, les expressions du visage, ça doit être quelque chose de dur à retranscrire en stop animation. motion, les expressions du visage, on peut le faire de plusieurs façons. Ça dépend aussi de ta marionnette. Il y a ce qu'on appelle l'animation par remplacement. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, on a plein de modèles de bouche qui se mettent à sourire de plus en plus, un tout petit peu. On enlève le dentier de la... Et hop, on lui remplace sur la photo d'après. Et on lui enlève, on lui replace, on lui enlève, on lui replace, pour que ça finisse par faire un sourire, ou quand il parle, il faut faire les voyelles, etc. Donc on remplace la bouche, on remplace les yeux, on remplace toutes ces expressions-là. Donc c'est une méthode qui est un peu plus ancienne, qui est adaptée pour certaines marionnettes, où on a besoin d'une animation un peu plus comme ça, saccadée. Mais en stop motion, il y a aussi une deuxième technique d'animation un peu plus récente, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, l'animation mécanique. Donc c'est des marionnettes mécaniques qui ont un visage, par exemple en silicone. Et derrière ce visage, il y a plein de petites parties mécaniques, comme des muscles finalement, sur lesquels on peut comme ça pousser pour bouger un petit peu, je sais pas, un sourcil. Et on peut sculpter au fur et à mesure, très soigneusement, image par image, l'expression d'un personnage qui change. C'est une technique un peu plus récente qui permet d'être plus fluide, mais qui n'est pas valable pour tous les types de matières, tous les types de matières, parce que finalement... tout est en silicone, donc il faut qu'on ait pas, par exemple, quelque chose en bois, ça ne fonctionne pas, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est un peu les types de techniques en stop motion. C'est très long, c'est très complexe. J'ai envie de dire c'est très coûteux, mais ça c'est relatif. En temps, c'est très coûteux.
mais ça donne des effets un peu old school, un peu sympa, un peu vintage, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que ça a une patte très différente des effets numériques qui sont, voilà, qui sont plus léchés, plus... Ça peut être mêlé, là, derrière, dans le dernier Beetlejuice, le stop motion est clairement mêlé avec d'autres types d'effets, des ajouts, il y a de la composition, il y a ce qu'on appelle du compositing, on rajoute des particules, de la poussière, des lumières, des choses comme ça. Donc, oui, parce que d'ailleurs, il y a une grosse partie de la promo du film qui est faite sur le fait qu'il n'y a pas d'effets spéciaux numériques dans le film, c'est tout à la main. Alors là, non. Et en fait, on est d'accord, c'est pas possible. En ayant vu le film, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu des ajouts numériques. On voit la liste des artistes VFX à la fin qui sont énormément. C'est d'ailleurs les invisibiliser un peu, de dire qu'il n'y a pas eu d'effets, qu'on a essayé de tout faire à la caméra. C'est presque pour leur travail, c'est un peu... il y a des dizaines d'artistes qui ont travaillé dur sur ce film, donc peut-être leur rendre un peu de mérite, quoi. J'ai son numéro, Attila, tu vas allons-y. Ok, ça marche. En tout cas, il y a un personnage qui est un peu, qui est un petit peu la mascotte, une des mascottes de ce film Beetlejuice. C'est le personnage, tu sais, C'est Bob. C'est Bob en fait. C'est Bob. C'est le personnage avec un costard et une tête réduite là, une tête un petit peu momifiée. Vous voyez forcément de qui on parle. Et alors du coup, je me suis demandé un peu si ce personnage, c'était réaliste en fait. D'où ça venait en fait la petite tête, la petite tête, ouais. De quelle croyance, de quelle culture ça pouvait venir. Et effectivement, ça existe en fait. Il y a pas mal de cultures qui coupaient les têtes de leurs ennemis et qui les gardaient comme trophées. Bon moment, voilà. Très bon moment. On va essayer de faire ça bien. Mais là, c'est complètement inspiré d'une tribu particulière qui habite dans la forêt amazonienne, en fait, au niveau de l'équateur. C'est toujours dans ce coin-là qu'on coupe des têtes. Et qui s'appelle les Shuars. C'est des Indiens Shuars, ou Jivaros. Ça a été appelé Jivaros aussi après. Ça me dit un truc. Ça dit quelque chose, ouais. C'est les Espagnols qui les ont appelés les Jivaros après. Mais le nom d'origine, c'est les Shuars. Et d'ailleurs, en fait, ils ont inspiré d'autres films. Je sais pas, Oui, dans Harry Potter, dans le Magicobus, ils ont un personnage avec une tête réduite qui est accroché, je crois, au pare-brise. Oui, c'est ça qui parle d'ailleurs. Et qui dit attention, Worm, tourne à droite. Et je suis pas sûr que ce soit du stop motion, lui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Ouais. Il y en a aussi dans Pirates des Caraïbes. Il y en a même dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si tu te souviens, à l'attaque de Minas Tirith, il y a un orc qui a comme ça des têtes réduites. Est-ce qu'elle parle Alors elle parle pas. Du coup, ça m'intéresse pas parce que Bob, lui, il parle. Ou elle parle en orc, mais du coup, on comprend pas. Voilà. Donc en fait, c'est quand même une culture. Ça vient de cette fameuse culture des Indiens Shuars qui ne font plus ça aujourd'hui. Cette pratique n'est plus d'actualité. Ils ont arrêté, je crois, la semaine dernière. Au siècle dernier. Et donc on appelle ça les tsanzas, les fameuses têtes réduites. Et l'idée, c'était d'arborer ces têtes-là. Parce que quand on était un guerrier et qu'on tuait un ennemi et qu'on coupait sa tête, l'idée c'était que l'âme de ce guerrier ennemi, pouvait nous rendre plus forts. Voilà, mais comme dans le film Beetlejuice. Comme dans le film Beetlejuice finalement. Parce qu'il y a un des personnages qui aspire l'âme de. C'est ça, des et autres. Ça le renforce et ça le rend plus puissant. Et donc du coup c'était ça l'idée. Mais alors vous avez remarqué peut-être qu'il y avait des coutures souvent au niveau des yeux, au niveau des narines et au niveau de la bouche. Pourquoi est-ce qu'on faisait ces coutures-là ? C'est parce qu'en fait, on considérait qu'il y avait deux parties de l'âme en fait, du défunt. Il y avait la partie guerrière, qu'on essayait de s'approprier avec sa force, mais il y avait aussi la partie de l'homme ordinaire qu'on avait tué au combat. De Michel. Exactement, de Michel, de Bernard. Qui fait un apéro le week-end. Et qui, lui, est un peu dégoûté de partir. Et il est un peu dégoûté de mourir. Et du coup, cette âme-là, cette partie commune, ordinaire de l'âme du défunt, va se transformer en démon dans cette culture-là et va vouloir essayer de s'échapper pour se venger et pour hanter, pour tuer, pour semer le chaos en fait. Oh, le cauchemar. Et donc l'idée, c'est évidemment d'essayer d'empêcher de sortir. Et donc c'est pour ça qu'on cousait les orifices, quoi. Donc la bouche, les narines, les yeux, parfois les oreilles aussi, pour éviter que l'âme mauvaise, le démon en fait de l'esprit du mort puisse s'échapper. Moi j'ai une autre solution, il faut arrêter de couper les têtes. C'est ça. Mais alors est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on la réduit ? C'est quoi le tuto quoi ? Oui, bien sûr. Alors donc si tu veux couper une tête et faire une tête réduite, attention, ce n'est pas un appel à la violence. Ouais. Voilà. Faut le faire avec un professionnel. Exactement. Non, faut pas le faire. Faut pas le faire du tout. Faut pas le faire du tout. Mais la recette, c'était quoi à l'époque ? Et bien en fait, ces tsansas là, lorsqu'on tuait son ennemi, il fallait le décapiter, le ramener sa tête au village, enlever les os parce que évidemment les os étaient physiques. Donc il fallait détruire les os, les yeux, les dents, retirer tout ça. On se retrouvait finalement avec une enveloppe. Merci beaucoup.
On se retrouvait avec une enveloppe de peau. Cette peau-là, on la faisait bouillir dans un mélange d'eau et de plantes, notamment des plantes qui conservaient un petit peu et qui avaient des vertus médicinales. On se retrouvait avec en fait une tête du coup réduite, puisqu'il n'y avait plus les os, plus les yeux, T'es plus en les train dents. de me dire qu'il faisait comme quand je réduis un pull Par mégarde, quand tu le mets à la machine à laver, exactement. Ouais. Super. C'est tu vois. Donc je peux utiliser ma machine à laver. Et bah tu peux faire ça si tu veux. Et ensuite du coup il cousait les yeux, les orifices. Il remplissait la tête de feuilles parce que du coup elle était effectivement toute flasque, donc il fallait lui redonner une forme de tête. Ouais, alors c'était pas de l'air au départ, c'était pas un ballon de baudruche, c'était vraiment des feuilles qu'on remettait dans la tête. Et ensuite, à la fin, on la frottait avec du charbon pour obtenir cette espèce d'aspect un peu noir qu'on voit sur les têtes. Un peu patiné, exactement. Et ensuite, voilà, on pouvait garder cette tête-là assez longtemps. Sur la cheminée. Se balader avec et continuer à profiter de l'âme du guerrier mort qu'elle renfermait. C'est formidable. Voilà. Franchement, moi je regrette ce temps-là, tu vois. Écoute, parce que quelque part, tu vois, Michel il t'insulte au barbecue, paf, confrontation, et hop, t'as l'âme du guerrier Michel. Et Michel, c'était un sacré guerrier. Michel, c'est un sacré guerrier. Au barbecue, on le voyait. Quand il grillait les saucisses. Notamment à la pétanque, c'était un sacré guerrier. Sacré guerrier, Michel. Et alors, Corentin, tu veux nous parler aussi d'un sujet qui apparaît dans plein d'autres films. Qui apparaît dans plein d'autres films, parce qu'en fait, c'est vrai que Beetlejuice, c'est un des films, un parmi d'autres, qui exploite un petit peu cette fibre du surnaturel. C'est l'un des premiers en fait qui parle de plein de thèmes ou qui reprend les thèmes de l'horreur pour les mettre dans une comédie. Et surtout de communication avec les morts, parce que c'est ça l'idée, c'est vraiment communiquer, pas communier, mais avec les morts. Et en fait, tout ça, c'est l'objet du spiritisme. Quand on appelle Beetlejuice, en fait, on essaye quand on appelle Beetlejuice, on essaye de ramener un mort à la vie, puisque Beetlejuice, lui, est bel et bien mort il y a 600 ans, selon ses dires dans le film. Donc Beetlejuice, lui, il revient physiquement, mais il y a une autre pratique qui s'appelle le spiritisme et qui démarre d'une histoire un peu étrange. En fait, le spiritisme, c'est une pratique qui a vraiment existé, qui a eu son moment de gloire. C'est les fameuses séances. Donc le spiritisme, c'est les fameuses séances où on est comme ça autour d'une table et qu'il y en a une d'ailleurs dans le premier film Beetlejuice et qu'on dit esprit, es-tu là ? Tape une fois si tu es là, tape deux fois si tu n'es pas là. Ou le Ouija ou les choses comme ça. Bon, il n'est pas là. Ah, okay. Et donc ce spiritisme, il vient d'une farce à la base. En tout cas, l'histoire la plus connue, c'est qu'il vient des sœurs Fox qui habitent, alors je crois que c'est Hydesville, aux États-Unis en 1948. Oui, c'est ça. C'est des petites filles qui s'ennuient et font à la base attachent une pomme à une ficelle et puis il faut rebondir depuis leur lit, tu vois, pour effrayer leur mère qui rentre dans la chambre et qui les voit dormir. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit, quoi ? D'accord. La maison est hantée. Sauf que la mère est très croyante, donc elle y croit déjà à fond. Une fibre un peu taquine. Un petit peu taquine. Ouais. Et donc elle continue comme ça à élaborer d'autres stratagèmes pour faire peur à leur mère, notamment en faisant craquer leur articulation de l'orteil contre le bois de la chambre, du tabouret, des choses comme ça qui produisent des bruits. Sauf que ça prend. Et ça prend fort, et donc elle déménage, parce que la maison est forcément hantée, elle déménage chez leur sœur, et leur sœur, elle a un peu une fibre commerciale, et elle se dit, il y a un truc à vendre. Donc les séances, les premières séances de spiritisme commencent, où les sœurs invoquent comme ça les esprits, elles disent, si tu es là, tape une fois, et j'arrive pas à le faire avec mes doigts de pied. Moi, d'accord, donc dès le départ, il y a une machination en fait, parce que tout est fabriqué. Tout est fabriqué. Ouais, elles y croient pas elles-mêmes. Et donc elles commencent à vendre comme ça des séances de communication avec les morts, et elles finissent par faire une tournée en fait dans les États-Unis. Même si quelques années plus tard, enfin même quelques décennies plus tard, l'une des sœurs avoue la supercherie en 88, parce que comme ça elle est devenue. L'autre sœur, elle a pas dû aimer. Il y a une histoire de triangle, d'engueulade entre les trois sœurs, effectivement. Et donc elle avoue comme ça, elle montre comment est-ce qu'elle faisait craquer leurs articulations pour faire le bruit, mais personne ou presque dans la communauté du spiritisme ne la croit. Puisque ça s'est propagé partout, ça s'est propagé en Europe, ça s'est propagé en France, en Angleterre. D'accord. Et donc il y a plein d'autres pratiques qui se développent autour du spiritisme. Ah oui, ok. Ouais. Et pourquoi est-ce que les gens y croient, ce spiritisme ? En fait, ça correspond aussi à une époque où donc on est particulièrement vulnérable aux épidémies. Donc il y a des épidémies qui dévastent comme ça un petit peu certains pays. Il y a des guerres, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive un peu plus tard dans le développement du spiritisme. Il y a plein de gens qui perdent des êtres chers et qui veulent croire à la possibilité de communiquer avec eux en fait.
Et comme ça se joint à la technologie qui est en plein essor. On découvre l'électricité, du coup il y a de la lumière qui commence à apparaître partout, il y a le télégraphe, enfin il y a plein de choses qui se développent, il y a la radio un peu plus tard. Et donc pourquoi pas communiquer avec les morts en fait? Peut-être que c'est qu'une branche de la science. Et voilà pourquoi les gens y croient au spiritisme à l'époque. Donc voilà, ça se développe un peu comme ça. Et quelque part, ça fait partie du deuil. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi une réponse à l'angoisse de la mort et au besoin de sens, quoi, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, en parlant de deuil, ça va être le moment très très joyeux de l'émission, parce que je ne sais pas si tu connais les étapes du deuil. Il y en a 5 ? Il y en a 5, parfois il y en a 7. Ça dépend des fois, il y en a qu'une. Des fois, il y en a 0. Non, mais voilà, en fait, c'est les étapes du deuil. C'est un concept qui a été créé par une psychiatre suisse qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross et fin des années 60, et qui a travaillé vraiment sur la question du deuil, sur la question de comment on parvient à se remettre de la mort d'un proche. Et elle a distingué 5 étapes principales par lesquelles apparemment tout le monde passerait quand on est confronté à ce genre d'épreuve de la vie. Donc la première étape, c'est le choc et le déni, c'est-à-dire que tu peux être sous le choc et ne pas te rendre compte et ne pas vouloir conceptualiser, intellectualiser le fait que la personne est partie. Et du coup, tu as l'impression presque que tu ne sens rien. Ou alors, tout continue comme d'habitude. Ou alors tu te dis vraiment c'est pas possible. C'est pas possible, ils ont dû se tromper, il y a un problème, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la colère. La colère qui peut être dirigée contre soi-même, qui peut être dirigée contre le médecin aussi, qui accompagne le défunt en disant « ils ne se sont pas battus assez pour elle, on aurait pu la sauver ». Ça peut être aussi contre le conjoint, c'est parce qu'on parle aussi des fois de deuil dans une relation. Dans une relation qui se termine. Donc voilà, ça peut être il n'aurait pas dû me quitter. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Voilà. En tout cas, voilà, il y a une phase de colère qui apparemment est normale aussi, où vraiment, après le déni, on est dans la colère. Ensuite, il y a une phase de marchandage ou de négociation. Alors ça, c'est une phase un peu étonnante. C'est la phase dans laquelle peut s'inscrire le spiritisme finalement. Exactement. Le spiritisme, c'est dans cette phase-là. C'est-à-dire que la situation restant très difficile à intégrer et à admettre telle qu'elle est, on va aller chercher des moyens de compenser, de trouver des petits biais, d'éviter, d'inverser un peu l'événement. Et voilà, ça peut être du spiritisme quand on pense qu'on peut communiquer avec les morts. Et en fait, on va être un peu prêt à tout pour apaiser sa douleur, quitte à peut-être s'aveugler un peu personnellement, en se disant, je combats la mort de l'autre en me disant que… en m'en souvenant avec des totems. Exactement. Mais ça peut être aussi avoir des phrases comme je voudrais échanger ma vie contre la sienne ». Tu vois, des choses comme ça. Ou alors, je promets de changer et d'être une meilleure personne si jamais… cette personne va mieux. Tu vois, si par exemple on a l'annonce d'une maladie ou qu'on se fait quitter par quelqu'un, ça peut être moi je suis prêt à plein de changements dans ma vie pour que ça reste pareil. Voilà, pour que mon cancer s'en aille, quoi, ou alors pour que la personne que j'aime revienne. Ça, c'est la phase de négociation de marchandage. Ensuite, il y a une autre phase, c'est la phase de tristesse, nostalgie ou dépression. Ça, c'est une étape qui peut durer beaucoup plus longtemps que les autres parce que c'est l'étape un peu maîtresse, quoi. C'est l'étape qui va nous permettre d'accepter le fait que voilà, on a perdu quelqu'un, ou alors cette personne est malade, ou alors cette personne nous a quittés, ne reviendra pas. C'est une phase de découragement qui est complètement normale. C'est une mélancolie très forte et le sentiment que rien n'a d'importance. Et même si ça peut sembler inquiétant, même si on se dit que ça va durer toute notre vie, qu'on ne reprendra jamais goût à la vie, les études montrent que c'est une phase normale, qu'elle peut durer longtemps, mais qu'après ça va mieux, que le temps quand même agit. Voilà. Et ensuite, dernière étape, l'acceptation. Donc ça, c'est l'étape qui nous permet vraiment de surmonter le deuil. Alors attention, c'est pas oublier la perte, c'est pas faire comme si le traumatisme n'avait jamais existé. Ça, c'est le déni. Ça, c'est le déni. Mais par contre, l'acceptation, c'est de se dire, voilà, cette perte fait partie de moi maintenant. Et je vais de l'avant et je reprends ma vie tout en l'intégrant dans mon parcours de vie, quoi. Okay. Et c'est plus un énorme sac qu'on traîne, un boulet qu'on traîne, c'est quelque chose qui fait partie de soi, c'est une cicatrice qu'on a intégrée, qu'on a appris à accepter. Ok. Voilà, donc ça c'était les étapes du deuil.
Donc, et là-dedans, quand par exemple, je sais qu'il y a certains, on voit dans les séries américaines par exemple, tu sais, ils font je sais pas si ça se fait en France, ils font ce qu'on appelle un open casket, un cercueil ouvert, et le fait de voir le défunt, enfin, ça peut se rentrer en fait dans cette démarche, quoi. Complètement. Ouais, c'est ça. C'est aussi, en fait, c'est aussi combattre le déni. Tu vois, la phase de choc et la phase de déni, se rendre compte que l'autre est parti, qu'il est là, qu'il est inerte, que ça sera la dernière fois certainement qu'on va le voir. C'est une manière de dire au revoir. Et il y a des gens comme ça qui préparent des... Et d'ailleurs, il y a des métiers en fait qui sont spécialisés dans cette prise de soin du mort, cet accompagnement de la personne décédée. Comment est-ce qu'on prépare un mort? Alors, déjà, en fait, qu'est-ce que c'est que ce métier? Le métier de préparer les morts et de les rendre présentables, entre guillemets, ça s'appelle la thanatopraxie. C'est hyper dur à dire. C'est super dur à dire. Et le fait d'être thanatopracteur ou thanatopractrice. Ou thanatopracticien. Alors non, thanatopracteur, c'est tout. Ça vient de deux mots en fait. Ça vient de thanatos, qui est la mort, et de praxie, qui est le mouvement. Ok. C'est plus facile à dire comme ça d'ailleurs, en deux mots. C'est mieux. Voilà. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le thanatopracteur va essayer d'arrêter le mouvement de la mort en fait. La décomposition. D'arrêter le mouvement naturel de la décomposition et de la pourriture du corps. Il va essayer de l'arrêter pour pouvoir en fait, rendre le mort plus présentable et permettre aux proches de faire leur deuil aussi. D'accord. Parce que l'idée, c'est de rendre le mort présentable pour, dans les chambres funéraires, que les proches puissent se recueillir, comme s'ils dormaient, quoi. Un dernier au revoir, et voilà, c'est ça. Et donc là-dedans, moi j'ai une étape en tête, comme ça, c'est embaumer le mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors en fait, il y a plusieurs manières d'être thanatopracteur, parce qu'il y a plusieurs types de soins qu'on peut rendre. Il y a légal et illégal. Super. Non, ils sont tous légaux. Et d'ailleurs, en fait, c'est des études. Hein. C'est à peu près 190 heures de formation, donc à peu près 4 mois. Ce qui n'est pas tant. On se le dit. Après, je suppose qu'ils ont de l'expérience. Voilà, en fait, après, c'est souvent des gens qui sont déjà dans le corps médical, qui peuvent être infirmiers ou médecins. Mais c'est une formation de 4 mois. Et après, on peut être thanatopracteur. Voilà. Et donc, du coup, c'est des gens qui sont contactés par les pompes funèbres. Une fois que le décès est acté par le médecin, et ensuite qui vont proposer plusieurs soins. Donc ça, c'est la famille généralement qui décide le nombre de soins qu'on fait. Il peut y avoir des soins très réduits, par exemple juste une toilette mortuaire. Toilette mortuaire, c'est quand on nettoie un peu le mort, on l'arrange un petit peu, entre guillemets. Il peut y avoir des soins qui sont beaucoup plus poussés, notamment avec des injections. Du botox, de la Pas du tout du botox, ça c'est de ton vivant. Mais voilà, en fait, c'est comment dire, le produit qu'on avait injecté, ça s'appelle le formol. Et en fait, on va donc mettre des capsules en place pour éviter que les yeux, par exemple, se creusent. Parce qu'en fait, tout ce qui est fluide va dépérir très vite. Tout ce qui est chair, en fait, va... Voilà, la chair, les yeux, tout ça va se détériorer très très vite. Les tissus, en fait, aussi, la peau. Et donc, du coup, on va donc injecter du formol. Le formol, ça va permettre de mettre pression dans le corps, en fait, de mettre le corps sous pression, pour ensuite pouvoir ponctionner tous les liquides et tous les fluides qui sont dans le corps, qui sont restés dans le corps et qui menacent de le faire dépérir beaucoup plus vite. Le sang, mais aussi d'autres fluides. On l'empaille avec du formol quelque part. En fait, on va mettre du formol, on va ponctionner les autres liquides, et c'est ce qui va donner l'impression que le corps ne s'est pas affaissé comme ça, partout. Et c'est ce qui peut donner aussi l'impression d'étrangeté, parce que le corps est légèrement sous pression. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir une personne décédée qui avait été prise en charge par un thanatopracteur, mais il y a un truc où en fait on le reconnaît sans le reconnaître. C'est pas tout à fait lui. Il y a quelque chose d'un petit peu lisse, d'un petit peu cireux comme ça. Botox, je dis. Hein. C'est affreux. C'est un sujet vachement important. Mais autre sujet important, est-ce que le Botox reste quand t'es mort? Alors ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Il faudra qu'on fasse un nouveau numéro pour ça. Eh bien, nouveau numéro du pitch très bientôt. Rendez-vous est pris. Voilà. Mais en tout cas, donc c'est ça la thanatopraxie, c'est prendre soin du mort. Donc ça va être ces injections potentielles. Et ensuite, il y a les dernières étapes. Donc là, il y aura parfois de l'habillage, habiller le mort comme la famille voudrait qu'il soit habillé pour lui rendre un dernier hommage. Du maquillage, de la coiffure. Parfois, ils peuvent pousser le soin du détail jusqu'à mettre le parfum de la personne décédée pour que les gens, quand ils se recueillent, ils aient vraiment cette impression de familiarité pour pouvoir dire au revoir. Moi, j'ai une question hyper importante. Combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de mourir? C'est une très bonne... Combien ça coûte de mourir, Damien? Ouais. Alors, juste dernière chose, les thanatopracteurs, en cas d'accident très grave... Je te la reposerai derrière. Oui.
l'état électroprotecteur, en cas d'accident très grave, ils peuvent là procéder à vraiment une reconstruction du corps. Tu vois, si par exemple, il y a eu le corps qui a été vraiment très abîmé, et là, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a presque de la chirurgie pour reconstituer le visage ou une partie du corps. Comme dans le film Beetlejuice. Comme dans le film Beetlejuice. Puisqu'il y a un des personnages qui se reconstruit comme ça, mais à l'aide d'une agrafeuse. Donc c'est un peu plus bancal. C'est clair. Alors, combien ça coûte, Damien, de mourir? Eh ben, c'est une bonne question. Ça, on est beaucoup trop souriant pour ce sujet. On est beaucoup trop souriant, mais c'est quand même une vraie question. Combien ça coûte de mourir? Parce que c'est pas gratuit, en fait, de mourir. Et j'ai perdu mon texte. Parce qu'évidemment, j'ai pas mis les choses dans l'ordre. Putain. Alors, Damien, combien ça coûte de mourir? Attends. Ah, ça y est, il est là. Ok, super. Alors, Damien, combien ça coûte de mourir? Alors, combien ça coûte de mourir? Bah, c'est une vraie question, en fait, hein, même si c'est pas du tout joyeux. Mais voilà, mourir, ça a un coût. Et ça concerne quand même pas mal de monde parce que est-ce que tu sais combien de Français décèdent chaque année en moyenne? On est 65-70 millions, je dirais 500 000. Eh ben c'est un tout petit peu plus, c'est aux alentours de 600 000. Il y a 600 000 personnes qui décèdent en France par an. Et donc évidemment, tout ça, c'est quand même un… il faut faire quelque chose et ça peut en fait être aussi un domaine économique. Ça c'est sûr, c'est un secteur économique, le secteur de la mort. Et du coup, on peut se poser la question combien ça coûte. Alors moi, les chiffres que j'ai, ils sont de 2019, donc ils ne sont pas hyper récents, mais ça va quand même, hein, ça a 5 ans. Et du coup, j'ai trouvé 2 chiffres. Un chiffre de l'association UFC Que Choisir. Donc voilà. Que choisir pour votre mort. On peut aussi choisir sa mort de manière la plus économique et la plus possible. Et le deuxième chiffre, c'est celui de la Cour des comptes. Donc voilà, c'est vraiment étatique. Et les 2 chiffres sont à peu près le même. Donc combien ça coûte une inhumation, c'est-à-dire le fait de se faire enterrer? C'est aux alentours de 3 600 € en moyenne. Eh ben, c'est pas donné, hein. C'est-à-dire que ça peut aller beaucoup plus haut, oui. Et ça peut aussi descendre un peu plus. Voilà, en tout cas, le coût moyen, c'est à peu près 3 600 €. Donc voilà, donc déjà, la première chose qu'il faut faire quand on meurt, hein, sachez-le, si ça vous arrive, a priori, tu fais plus rien du coup. A priori, tu fais plus rien, mais les gens qui restent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait déclarer le décès et le faire constater par un médecin. Ça, c'est une obligation légale. Tu es obligé de faire venir un médecin pour constater le décès. Sinon, tu enterres les gens vivants et il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Exactement. Je le dis. Ensuite, il y a les fameux coûts d'inhumation, on en a parlé, à peu près environ 3 600 €. Après, il y a les frais de succession aussi, parce que évidemment, quand il y a un héritage, les banques souvent prennent des frais de succession. Et puis surtout l'État. Et surtout l'État, bien sûr. En moyenne, les banques prennent à peu près 250 € quand même de frais de succession. C'est quand même un coût. C'est moins que les 3600. Exactement, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, et là je reviens à UFC Que Choisir, qui avait le premier chiffre, c'est qu'il y a quand même entre guillemets, un commerce autour de la mort. Et il y a pas mal d'associations qui fustigent le fait que c'est pas transparent du tout et qu'il y a des énormes disparités de coûts entre les associations, entre les familles, quoi. On peut payer par exemple du simple au triple pour un. Si t'as la mauvaise gueule, exactement. Tu payes le triple. Et d'ailleurs, UFC Que Choisir dit qu'en quelques années, donc là c'était avant 2019, mais en 5 ans, les coûts moyens avaient augmenté de 14%. C'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher de mourir. Et on peut pas comme ça juste dire oui, tu m'enterres dans le jardin. Alors, c'est interdit. C'est compliqué. Je suis pas sûr. Je crois que c'est interdit. Tu crois que c'est interdit? Je crois que c'est interdit. Je sais qu'en tout cas, pour des questions d'hygiène en fait. Disperser les cendres, ça c'est interdit. Pour une question de pollution, on peut plus disperser les cendres d'un proche, par exemple dans la mer ou les disperser dans un jardin et tout. C'est plus possible de faire ça. Mais est-ce qu'on peut encore enterrer Je crois pas. Je crois que pour des questions d'hygiène. Pour des questions d'hygiène. C'est pas. Et d'ailleurs, les cimetières, c'est rigolo parce que quand tu regardes le cimetière, c'est rigolo. Non. Cette phrase sera reprise, amplifiée et sortie du contexte. Non. Allez jusqu'au bout de cette vidéo. Non, les cimetières, quand tu regardes l'emplacement des cimetières au fur et à mesure de l'histoire, notamment en France, ils étaient au début dans les villes. C'est-à-dire qu'on enterrait nos morts dans les villes, dans les centres-villes, ou pas très loin. Et ensuite, les cimetières se sont progressivement éloignés parce que, en fait, il y avait des problèmes d'hygiène aussi parfois. Oui, ils enterraient même les gens dans les églises. C'est ça, ils enterraient les gens dans les églises. Ouais. Ce qui est problématique, parce que l'église n'est pas, on peut pas l'agrandir à l'infini, quoi. Ouais, complètement. Et donc pour terminer sur cette question des fraudes, parce qu'il peut effectivement y avoir des fraudes, en 2019, du coup, il y avait à peu près 600 établissements funéraires contrôlés qui étaient coupables de fraude. Et alors, quand on parle de fraude dans le système funéraire, de quoi on parle? En fait, on parle du fait de présenter, par exemple, des prestations comme étant obligatoires, alors qu'en fait, elles sont facultatives. Tu vois. Donc, pour savoir ce qui est vraiment obligatoire, la législation dit que seulement un cercueil avec 4 poignées, une plaque d'identité et une opération d'inhumation ou de crémation sont obligatoires. Okay. En dehors de ça,
je sais pas, les poignées en laiton compensé, hyper fancy, le système de rafraîchissement, le système de hi-fi, de Wi-Fi ou de climatisation du cercueil, ça c'est pas obligatoire. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Enterrez-moi dans une cagette, s'il vous plaît. Exactement. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une coopérative qui existe. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça s'appelle la coopérative funéraire. C'est une association en fait qui propose ce qu'ils appellent des cafés mortels, c'est-à-dire juste des endroits où les gens peuvent se rassembler et parler de la mort, et notamment parler de tous les problèmes logistiques que ça peut occasionner et s'entraider. Parce que l'idée en fait de cette coopérative, c'est de se dire qu'on n'est jamais préparé à la mort, qu'il y a très peu d'informations disponibles et qu'elles sont souvent contradictoires, et que souvent on est obligé de faire tout en dernière limite. Et donc l'idée des cafés mortels, c'est d'en parler ensemble, de partager les infos pour ensuite être un peu plus préparé quand ça peut nous arriver. Et ben moi je vais te parler de quelqu'un qui n'était pas du tout préparé à la mort de sa maman. Ah. C'est Harry Houdini. Tu vois qui c'est Harry Houdini? Houdini, c'était un magicien, non, c'est ça? Harry Houdini, c'est un magicien, effectivement. Un magicien, ouais. Harry Houdini, c'est un magicien qui a vécu au 19e siècle, donc qui est connu pour ces tours où il s'échappait Oui, il était entravé, il avait des menottes. Harry Houdini, il est connu pour ces tours où il s'échappait de menottes, de bacs, où il était submergé sous l'eau, enfin des choses comme ça. Et en fait, dans la deuxième partie de sa carrière, bon, il devient un peu vieux et surtout, il perd sa maman. Et il croit un peu au spiritisme, ce dont on parlait tout à l'heure, les médiums. Et son ami, qui est Sir Arthur Conan Doyle, qui est l'écrivain qui a créé Sherlock Holmes, lui, c'est un fervent défenseur du spiritisme, et sa femme se dit médium. Et donc, Houdini va faire une session avec la femme de Conan Doyle. Et à l'issue de ces sessions, donc la femme de Conan Doyle dit qu'il a communiqué avec sa mère par écriture automatique. Et en fait, il s'avère que sa maman ne parlait pas anglais. Sauf que les 15 pages qui ont été écrites sont en anglais parfait. Elle parlait que yiddish et voilà, que yiddish et hongrois. Je suis pas un expert, hein, mais et du coup, bon, ça a l'air d'une arnaque, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si tu veux. Houdini est très en colère contre ces escrocs, en fait, parce que lui, son métier, c'est d'escroquer les gens, mais qui sont volontaires. Ils viennent voir de la magie. Et donc, la deuxième partie de sa carrière, il l'a dédiée à essayer de révéler la vérité sur ces faux médiums. Donc il monte un spectacle avec plein de tours où il montre comment est-ce que ces séances de spiritisme comme ça sont des escroqueries. Donc il a notamment l'un des tours à l'époque qui se fait beaucoup, c'est le tour de la trompette dans les séances. Donc on est dans le noir, dans la pénombre comme ça. Et donc tout le monde est très tendu, très stressé, c'est une atmosphère. Et il y a une espèce alors une trompette métallique qui peut soit se mettre à voler, soit on entend des voix étranges qui semblent venir d'ailleurs qu'au niveau de la personne qui conduit la séance. Et en fait, il montre qu'on peut juste dans le noir, par une petite plaque métallique, faire comme si on continuait à tenir la main de la personne d'à côté de nous, tout en l'enlevant, en gardant la pression, déplier une petite trompette, comme ça, parler dedans très bas, et faire en sorte que la voix arrive de l'autre côté de la pièce. D'accord. Ce genre de choses-là. C'est un trucage. Voilà, est-ce qu'il y a plein d'autres tours? Est-ce que tu connais un autre tour, par exemple? Quand je te dis spiritisme. Je sais pas, moi je pense aux tables de Ouija, par exemple. Aux tables de Ouija, les fameuses, où on va vers les lettres. Tout le monde a l'impression que d'un commun accord, on se dirige tous vers des lettres pour créer un message. Ça écrit quelque chose que l'esprit nous dit. C'est la même technique en fait que les tables qu'on appelle les tipping tables, les tables qui bougent un petit peu. C'est un scientifique qui a démontré que c'était évidemment faux. Ce sont des réflexes musculaires involontaires où au bout d'un certain moment, on contrôle plus vraiment nos mains, nos bras. On a toujours un petit peu de mouvement comme involontaire. Les mouvements un peu de fatigue là, ou des petites impatiences des gestes, quoi. On a comme ça des mouvements involontaires et donc c'est le scientifique Michael Faraday qui, avec une expérience où des participants mettent leurs mains comme ça sur une table, prouve qu'au fur et à mesure, les mains dérivent vers une direction. C'est une réponse qu'on appelle idéomotrice, donc les muscles bougent sans intention consciente. Et le Ouija board, c'est ça, en fait, si les participants voient la lettre, ils vont un peu inconsciemment vers la prochaine lettre qui fait sens. Parce que si on retourne les lettres sur le Ouija board, ça ne fonctionne pas puisque les participants ne voient pas les lettres, donc personne ne se coordonne comme ça inconsciemment pour aller vers la lettre suivante. D'accord. On a aussi le fameux tour de la table qui vole. En spiritisme, c'est quand même les séances de la table qui s'envole comme ça, c'est une image assez forte. Et donc ça, c'est purement un tour de magie. Il y a plusieurs façons de le faire, soit avec des petits bouts de métal qui sont rentrés derrière des manches.
D'accord, ok, ouais. Et comme ça, dans la pénombre, on les fait sortir à la Assassin's Creed, et par un petit trou dans la table où on l'accroche en dessous de la table, on se met comme ça avec les mains sur la table et tout le monde a ses doigts. On a l'impression que la table lévite. Ouh, ça, ou au niveau de la ceinture, c'est encore quelque chose qu'Harry Houdini montre dans son spectacle en fait. D'accord, ok. Donc il a vraiment une dent contre le spiritisme. Donc vraiment, c'était sa croisade, c'était contre le spiritisme. C'est complètement sa croisade. Il est vénère tout fort, colère tout rouge contre le spiritisme, puisqu'on lui a promis de parler avec sa maman, et que sa maman ne revient pas. Et c'est même d'ailleurs l'un de ses derniers tours et l'une de ses dernières actions contre le spiritisme à Harry Houdini, c'est lors de sa mort, en fait, avant sa mort, il donne un message secret à sa femme qui est, je vais vous le dire en anglais, c'est Rosabelle Believe. Donc Rosabelle croit, c'est un code secret que seulement sa femme connaît. Il lui dit, si c'est possible de revenir te voir, si les séances de spiritisme sont vraies, je reviendrai te voir et je te donnerai ce code pour pas qu'elle se fasse comme ça potentiellement escroquée par quelqu'un. Et donc pendant 10 ans, la femme de Harry Houdini tient à Halloween, je crois que c'est Halloween, tous les ans, une séance de spiritisme où ils attendent le message de son mari, ce qui ne vient évidemment jamais. Ok, d'accord. Donc en fait, même dans la mort, il aura continué à se battre contre le spiritisme et à vouloir montrer que c'était une arnaque. Parce qu'en fait, le spiritisme, c'est aussi une question, un peu comme tu sais, les mentalistes font de la lecture à froid, en repérant comme ça des indices, en ayant peut-être des petites enquêtes, ce que faisaient beaucoup les médiums à l'époque aussi. Ils allaient, avec le nom, chercher des informations et faire comme ça des interrogations ciblées, des questions ciblées pour deviner des choses. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Barnum dans le spiritisme. L'effet Barnum, c'est le fait de croire à des propositions générales comme si elles étaient à propos de nous. D'accord, spécifique. L'astrologie, c'est typiquement un effet Barnum, quoi. C'est dire, ah oui, vous avez perdu quelqu'un dans votre jeunesse. Potentiellement, il y a eu un mort, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose. Les probabilités sont toujours très grandes, mais nous, en fait, vu de notre propre point de vue, on se dit, il me parle à moi et en fait, il a compris mon histoire. Complètement. Et c'est quelque chose qu'utilise, en fait, il manipule les gens aussi, juste socialement, quoi. C'est de la manipulation liée à des tours de magie, le spiritisme. Ok, donc ça se rapprocherait du mentalisme un peu. Oui, enfin, le mentalisme, c'est plus de ce que j'en connais, je ne suis pas spécialiste, mais le mentalisme, il me semble que c'est des tours qui sont moins... Enfin, c'est de la magie, quoi. C'est comme la même démarche que Houdini, c'est vraiment venez être dupé. D'accord, ok. Là où le spiritisme, on te dit venez parler avec les morts, on te met dans une ambiance sombre et on te fait des conneries du type un autre truc exceptionnel. Harry Houdini, lui, va à des séances de spiritisme comme ça pour dénoncer les personnes qui conduisent ces séances. Et une fois, donc un grand truc, c'est qu'on sent des doigts comme ça dans les cheveux, sur l'épaule, etc. Quand le mort arrive, l'esprit arrive. Et donc Houdini, quand la lumière s'éteint, il met de l'encre indélébile dans ses cheveux. D'accord. Et quand la lumière se rallume, évidemment, lui, il a senti des trucs dans ses cheveux. Il voit qu'il y a la petite dame toute innocente, la petite vieille dans le coin de la pièce, qui avait les mains pleines d'encre. Et qui dit... Voilà, exactement. Donc comme ça, il découvre que le pot rose et il dénonce un énième médium. Quoi. Ah ouais, ok, ça marche. Alors tu parles de vie après la mort, Corentin, avec le spiritisme. Moi, j'ai un petit quiz à te proposer. Il y a un petit quiz. Un petit quiz où je vais te proposer 5 affirmations. Tu devras me dire si elles sont vraies ou fausses, selon toi. Donc quiz après la mort. Donc quiz après la mort. Ok, t'es prêt? Alors, première affirmation, il existe une culture qui te permet de déterrer les morts pour faire la fête avec eux. Ça me dit quelque chose, je pense que c'est vrai, parce que je l'ai vu dans un film. Ok, eh bien c'est vrai, tu as raison, tout à fait. En fait, c'est une coutume qui vient d'Indonésie, dans une île en Indonésie. Ça s'appelle le manene, et l'idée c'est qu'en fait on déterre les morts, on les habille, on fait faire des photos avec, en fait, on leur donne même parfois des cigarettes. Et en fait, on passe la journée avec eux. Et l'idée, c'est que l'esprit des morts, notamment les parents, les grands-parents, viennent veiller sur les enfants, les petits-enfants, et font la fête avec eux, participent à la vie. C'est la communion. Voilà. Donc évidemment, ça suppose que les morts soient en très très bon état. Et c'est une culture qui est connue pour vraiment prendre très très soin des cadavres. Et en fait, alors c'est pas de la je sais pas exactement ce qu'ils utilisent, mais en tout cas, ils prennent très très soin des morts. Ils ont beaucoup de soins, de baumes, de choses comme ça qui permettent de prendre soin des cadavres pendant de très nombreuses années. Ok. Alors, deuxième affirmation, il existe une culture qui te permet de faire... Merde. Il existe une culture qui te permet de te faire enterrer dans un cercueil en forme d'ananas. Ça me paraît gros. Non, je dis faux. Eh bien, c'est vrai.
Alors, ananas, j'ai un peu poussé. C'est Bob l'éponge carré? Non, figure-toi qu'au Ghana, dans certaines parties du Ghana, il est possible de te faire enterrer dans un cercueil qui représentait une chose que tu aimais par-dessus tout. Donc si par exemple c'est un ananas, tu peux le faire avec un ananas. Si tu étais fan de poule, tu peux te faire enterrer dans un cercueil en forme de poule. Il y a même une fois, et là ça va te parler Corentin, quelqu'un qui s'est fait enterrer dans un cercueil en forme de bic, de stylo bic, parce qu'il était fan des stylos bic. Donc voilà. Formidable. Donc c'est possible. Est-ce qu'il a payé les droits de licence? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais de toute façon, il va le poursuivre. Voilà, maintenant. il est mort. Voilà. Troisième affirmation, il existe une culture qui te permet de te faire enterrer par Elvis Presley. Oh, ça me paraît vrai parce que à Las Vegas, tu peux tout faire avec Elvis Presley. C'est faux. Ah, en tout cas, ça n'a pas été documenté. Je ne veux pas dire que c'est faux dans l'absolu, mais j'ai pas trouvé de traces dessus. Il y a bien un prêtre déguisé en Elvis Presley. C'est possible, mais ça fait pas partie d'une culture qui est documentée de recherche ethnologique autour de. Voilà, c'est peut-être des épiphénomènes aux États-Unis ou je sais pas, tu vois. Et ben, ce sera ma prochaine mission, aller faire un documentaire sur Elvis Presley qui enterre les morts. Prouve que j'ai tort. Quatrième affirmation. Il existe une culture qui te permet d'engager des gens pour pleurer à ton enterrement. Les pleureuses, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça se fait d'ailleurs dans pas mal de pays en fait. Comme tu dis, la tradition des pleureuses, c'est donc des gens, souvent des femmes d'ailleurs, qu'on engage pour venir pleurer de manière très forte, très ostentatoire lors des enterrements. Souvent d'ailleurs, c'est des enterrements de personnes qui avaient du pouvoir, parce que l'idée c'est évidemment de faire un show et de montrer à quel point cette personne… Il y a des images en Corée du Nord comme ça. En Corée du Nord, il y en a en Chine. Et alors en Chine, des fois, c'est complètement fou parce que ça peut aller… C'est vraiment une performance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des stroboscopes, des lumières… Enfin, tu vois, il y a de la musique, il y a vraiment une performance d'acteurs, en tout cas, ou d'actrices. C'est un vrai spectacle. Et figure-toi que même en France, encore dans les années 60, il y avait possibilité de faire appel à des pleureuses aussi pour certains enterrements. Voilà. C'est une pratique qui est vraiment très répandue. Dernière affirmation, il existe une culture qui fait de ces morts de la nourriture pour canards. Nourriture pour canards? Je sais qu'il existe une culture qui mange ses morts, mais alors la nourriture pour canards, je vais dire non. C'est vrai. C'est vrai? Tu as raison, c'est faux. Ah c'est ça, tu as raison, t'es faux. C'est la fin de notre podcast. C'est la fin de ce podcast et qui a commencé sur Beetlejuice, qui a fini sur la mort. En tout cas, on espère que ça vous a intéressé. Complètement. N'oubliez pas de, si ça vous tente, allez voir Beetlejuice au cinéma avec tous ces fun facts et puis de faire tu savais que… Mais tais-toi, laisse-moi profiter de mon film. Nous, on a beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé travailler avec vous aussi. Et puis on se dit à une prochaine pour un prochain numéro de Pitch. La bise. Salut.